Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live chat sur la web télé de Leclerc et Vivo. Aujourd'hui, nous allons parler d'animaux de compagnie avec Stéphanie Caron-Demont. Bonjour. Bonjour. Alors, le principe est simple, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions, je les reçois sur la tablette et je les pose et Stéphanie pourra y répondre. Donc on va commencer tout de suite avec une question de Mimi qui nous salue, donc bonsoir Mimi. Donc le chat de ma belle-mère a 12 ans et il commence à avoir de l'arthrose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider ? Je voulais aussi savoir s'il a une alimentation spécialisée pour les chats qui vieillissent. Alors effectivement, un animal qui a 12 ans, notamment les chats, c'est un animal qui a pris un petit peu d'âge, qui peut commencer à avoir de l'arthrose, c'est tout à fait possible. Donc il peut avoir du mal à monter sur certains meubles. Et il y a notamment dans l'alimentation des chats âgés, parfois certains éléments qui peuvent aider et jouer un petit peu sur l'arthrose pour éviter que ça se dégrade un petit peu trop vite et un petit peu conserver des cartilages un petit peu plus jeunes. Ok, donc la meilleure chose à faire, c'est d'adapter l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire au niveau du jeu ou du comportement? Il faut essayer de conserver un bon état général. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas que l'animal perde trop de musculature, donc continuer à jouer avec lui, à lui proposer des sorties, etc. Et puis après, si on se rend compte que vraiment il n'arrive plus à monter en haut des meubles pour attraper ses croquettes, peut-être s'adapter et mettre les croquettes à un endroit plus accessible pour lui. Donc après, c'est au cas par cas. Donc on s'adapte aux capacités du chat et puis on adapte aussi son alimentation. Une nouvelle question de Lily48. Mon chat est en surpoids, quels sont les gestes à adopter pour qu'il retrouve la forme? Alors là, on va encore parler d'alimentation. Donc c'est sûr que sur un animal en surpoids, il va falloir prendre une alimentation spéciale pour les chats en surpoids, donc qui va être en général chargée en fibres pour faciliter cette perte de poids. Il faut aussi toujours essayer de lui proposer une activité. Donc le chat, si on peut le faire sortir, c'est toujours aussi bien plutôt qu'il reste à la maison. Et puis si c'est un chat d'appartement, lui proposer des jouets, des petites choses, le faire jouer, le faire courir après des petites balles pour qu'il bouge. D'accord, Voilà. donc peut-être plus lui proposer une activité parce que c'est vrai que s'il n'y a pas d'interaction, Exactement. il va peut-être y avoir un petit peu d'ennui. Oui. Donc une fois de plus, que ce soit pour le poids ou pour l'âge, on adapte l'alimentation et on fait travailler son chat de manière ludique avec des petits jouets à proposition. Exactement. Et puis éventuellement le faire sortir si vous en avez la possibilité. Une nouvelle question de Bouboukam. Jusqu'à quel âge faut-il donner des croquettes juniors à un chien? Alors, les croquettes juniors, elles sont adaptées pour les animaux qui sont en croissance. Donc, ça va dépendre de la race de chien. Il y a certains petits chiens qui, dès 5-6 mois, ont fini leur croissance, donc on peut passer à l'alimentation adulte. Par contre, certaines grandes races de chiens, type les dogs allemands par exemple, qui peuvent avoir une croissance jusqu'à 16-18 mois, nécessitent une alimentation croissance jusqu'à cet âge-là. Donc, tout dépend de la race de votre chien. D'accord, alors Bouboukam, il va falloir se renseigner par rapport à la race de votre chien. Une nouvelle question, cette fois-ci de Babette21. Bonjour Babette, j'ai une chatte de 6 mois, c'est un persan. Je voulais savoir à quel âge elle devait être stérilisée et est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est une question ça qu'on se pose souvent sur la stérilisation des chats. Alors, la stérilisation chez le chat, elle n'est pas obligatoire, mais en général, les propriétaires, une fois que les premières chaleurs sont passées, ne demandent que ça, parce qu'il faut savoir que les chaleurs d'un chat, enfin d'une chatte en l'occurrence, sont très expressives. Donc on va avoir un chat qui va miauler constamment, jour et nuit, pendant plusieurs jours. Ça va s'arrêter quelques jours, puis recommencer. Donc ça peut vite devenir assez embêtant. Donc effectivement, la stérilisation, dans ce cas-là, arrête ce genre de désagrément. Et c'est possible dès 5-6 mois. Donc ça peut être fait tout de suite sur ce chat. Donc à partir de 5-6 mois, et on parle plus d'une stérilisation de confort finalement. Oui, sur le chat en tout cas, oui. Une nouvelle question de Zozo. Bonjour Zozo. J'ai accueilli un chaton il y a quelques semaines. Je me demandais quels étaient les vaccins et les rappels obligatoires pour les chats. Alors, il n'y a pas de vaccin obligatoire chez le chat en France. D'accord. Le seul vaccin obligatoire, ça va être la rage si vous voulez sortir du territoire avec lui. Il peut être demandé aussi si vous voulez le mettre en pension, certains vaccins, mais là, ce n'est pas une obligation nationale, c'est une obligation que pose chaque pension, des choses comme ça. Après, ce qui est vraiment très recommandé, c'est de faire le typhus, le coryza, la leucose et la rage, qui nécessitent des rappels annuels. Mais légalement, il n'y a pas de vaccin obligatoire chez le chat. Ok, donc pas d'obligation légale concernant les vaccins pour le chat. Une question de Colibri54. Ma fille de 6 ans rêve d'avoir une souris. Est-ce que c'est conseillé pour les enfants de son âge? Alors, à 6 ans, effectivement, on arrive à un âge où l'animal va pouvoir, l'enfant, va pouvoir manipuler des petits animaux,
type souris, cochon d'Inde, lapin. Par contre, c'est vrai que les souris, c'est peut-être pas l'animal qui va être le plus en interaction avec votre enfant. Oui, c'est vrai qu'à 6 ans, on veut voilà, s'amuser. à partir de 6 ans, effectivement, on peut avoir un petit animal, mais peut-être plus, je recommanderais peut-être plus un lapin ou un cochon d'Inde, où là, vraiment, il va vraiment y avoir une interaction entre l'enfant et son animal. Le lapin va venir se faire caresser, ou le cochon d'Inde, alors qu'une souris, c'est peut-être un petit peu plus timide, et ça ne sera peut-être pas le cas. Donc la petite fille pourrait être un petit peu frustrée. Donc bien réfléchir avec la petite fille à ce qu'elle veut vraiment, est-ce qu'elle veut un animal pour faire des câlins ou pour s'en occuper. Puis ne pas oublier surtout que les animaux ne sont pas des jouets, donc il faut vraiment que ce soit, j'imagine, une volonté sur le long terme. Du coup. Sur le long terme. Alors une nouvelle question de Sébastien qui nous dit que sa copine et lui ont adopté un petit Spitz nain il y a un mois. Ils habitent dans un tout petit studio de 27 mètres carrés et ils voulaient avoir des conseils pour que leur chien soit heureux dans ce petit appartement. Alors, un petit Spitz nain, c'est vrai que ce n'est pas les chiens les plus sportifs, la race de chien la plus sportive qu'il existe. Mais par contre, c'est des chiens qui sont dynamiques et joueurs. Donc il va falloir lui proposer des jouets, s'occuper de lui. La taille de l'appartement, à la rigueur, joue pas tant que ça. Mais par contre, il va falloir le sortir, lui faire des vraies balades. Alors qu'est-ce qu'on appelle une vraie balade ? Plusieurs petites balades hygiéniques dans la journée, on va dire, pour faire les besoins, mais je pense qu'il faut au moins, minimum, une vraie balade par jour. Une demi-heure, 3/4 d'heure et beaucoup plus le week-end. C'est vraiment pour moi le minimum. Et en essayant de varier les itinéraires Oui, ou en lui faisant jouer dans un parc, pouvoir le lâcher si c'est possible, en le faisant un petit peu courir. Alors bon, faire un footing avec un Spitz, c'est peut-être pas l'idéal parce que ça a des toutes petites pattes, mais voilà, essayer de vraiment le faire bouger un maximum. Et j'imagine que c'est le cas pour tous les chiens. C'est le cas pour tous les chiens. Après, il y a des chiens qui sont beaucoup, enfin des races de chiens, qui sont beaucoup plus sportives que d'autres et qui vont donc nécessiter des balades et des footings encore plus grands. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant d'acquérir un chien sur la race qu'on veut et est-ce que ça sera adapté au style de vie qu'on a. Alors pour le Spitz nain, en l'occurrence, à minimum une balade par jour de 1 heure, sans compter toutes les petites balades hygiéniques. Et puis on n'oublie pas que se balader, ça n'empêche pas de jouer à la maison. Exactement. Une nouvelle question de Pamela. Mon furet a les griffes qui poussent super vite. Comment fait-on pour lui couper ? Alors, l'idéal, c'est d'avoir une petite pince coupe-griffe qui se présente en général sous forme de petits ciseaux avec une petite encoche. Sur les furets, très souvent, on a la chance d'avoir des griffes qui sont transparentes. Et donc, on voit la petite veine à travers. D'accord. Et évidemment, il ne faut pas couper trop court. Il faut se laisser un petit peu de marge, quelques millimètres, après la petite veine, pour éviter de faire saigner et de faire mal. Ok, voilà. Et en cas d'accident, si on coupe la petite veine, qu'est-ce qui se passe ? En cas d'accident, c'est pas la fin du monde, ça fait mal. C'est comme nous, quand on coupe un ongle un peu trop court, c'est pas agréable, c'est pas la fin du monde. Voilà, un petit pansement, une désinfection. Si vous êtes inquiet, montrez-le à un vétérinaire, mais en général, ça reste vraiment bénin. Le seul problème, c'est que quand on leur a fait mal une fois, en général, après, ils sont un petit peu réticents à se laisser couper les griffes les autres fois. Donc, il faut y aller petit à petit. Ok, petit à petit, en se fiant donc à la transparence de la griffe, à la petite veine. Et pour l'outil, il existe des coupe-ongles spéciaux ou un coupe-ongle pour humain, ça va ? Il existe effectivement des coupe-ongles spéciaux. Après, pour un furet, je pense qu'un petit coupe-ongle pour humain devrait suffire. Merci. Alors, une nouvelle question de Franck. J'ai déjà entendu dire que le chocolat était dangereux pour les chiens. Est-ce qu'il y a d'autres aliments interdits pour les chiens, justement ? Alors, le chocolat, effectivement, c'est très dangereux pour les chiens. Hein. Un chien de 10 kg avec une tablette de chocolat noir, il atteint une dose mortelle. Ah oui, à ce point-là ? Oui. Donc, vraiment, attention, alors. C'est vraiment pas recommandé. Après, il y a d'autres aliments qui peuvent être toxiques, mais là, on est vraiment sur des cas exceptionnels. Le raisin, les oignons, mais qu'on a instinctivement peut-être moins envie de donner aux chiens. Par contre, je voudrais bien mettre l'accent sur quelque chose qui n'est pas toxique à proprement parler, mais qu'on donne assez facilement, c'est les os. Les os de volaille, dinde, de poulet, les choses comme ça. Les chiens ont tendance à les grignoter, à faire des petites esquilles et à les avaler. Et ça, c'est très, très dangereux. Et ça, par contre, on le voit très souvent, les vétérinaires. Et que les os de volaille ou les os en général ? Les gros os type jarret de porc, des choses comme ça, c'est tellement gros que le chien va les rogner. Mais c'est vrai que tout ce qui est os de volaille, c'est petit, ça se casse en esquilles, le chien les avale et ça peut faire des choses assez terribles au niveau intestinal. Donc, ok. Voilà. Donc le chocolat, on oublie complètement. Les oignons, les raisins, de manière improbable, mais a priori, on n'ira pas jusque-là. Et surtout, tout ce qui est os de volaille, on oublie, à bannir. Exactement. Une nouvelle question de Poupoune. J'ai un petit labrador de 4 mois. Pour l'instant, installé dans un endroit pour qu'il fasse ses besoins à l'intérieur de ma maison, mais ça commence à me déranger. Combien de temps je dois attendre pour le sortir au parc ?
N'attendez pas. Au moins c'est clair, on n'attend Voilà, pas. un chien doit être sorti presque le plus tôt possible. Alors c'est vrai qu'on a toujours la réticence tant que les vaccins ne sont pas terminés. Alors c'est vrai qu'il y a un risque médical, mais qui est tellement minime par rapport aux inconforts dans l'éducation du chiot qu'il faut les sortir dès que possible. D'accord, Voilà. donc en fait finalement il n'y a pas besoin de passer par cette étape de litière ou de besoin à l'intérieur. Non, parce que c'est encore plus compliqué en fait. Le chien va d'abord apprendre à faire dans une litière, puis après à ne pas faire dans la litière et à faire dehors. Ça fait une étape de plus qui peut brouiller les pistes. C'est aussi simple d'essayer de lui apprendre tout de suite à faire dehors. Ok, bon bah merci pour ces conseils. On fait les besoins dehors, dès le départ. Enfin pour les animaux. Une nouvelle question de David. J'ai comme projet d'adopter un petit chien. Qu'est-ce que je dois faire pour bien l'accueillir ? Je vis dans une maison et j'ai une petite fille de 2 ans et un garçon de 7 ans. Alors, c'est une question très vaste. Pour bien accueillir un chien, il faut déjà se renseigner sur ce que ça représente. On parlait tout à l'heure des balades, donc il faut bien se rendre compte qu'on est parti sur 12-15 ans de balades à faire. Voilà. Alors, même s'il y a un jardin, je pense que c'est quand même important de sortir son animal régulièrement, même du jardin. Après, une journée ou deux, c'est pas la fin du monde, hein, si c'est pas possible, mais des balades régulières, c'est important pour l'équilibre d'un chien. Et après, je crois dans la question qu'on parlait aussi d'enfants. Donc il faut aussi préparer les enfants à l'arrivée du chien. Parce que c'est vrai qu'en général, les enfants sont tout contents d'avoir un chien. Il faut aussi que les enfants sachent ce qu'ils ont le droit de faire et pas le droit de faire avec l'animal. Pas aller l'embêter quand il est dans son panier, les gestes à ne pas faire, trop l'embêter. Enfin, vraiment, au début, c'est une éducation qui se fait des deux côtés, autant le chien que les enfants. Donc ça, c'est important de bien préparer les enfants à tout ça. D'accord, et après pour peut-être les accessoires ou la maison? Alors, pour la maison, il faut prévoir une alimentation adaptée à l'âge de l'animal. Peut-être prévoir une petite transition avec les croquettes que l'animal avait déjà auparavant, avant qu'on le Oui, quand il était... Voilà, pour faire une petite transition et éviter les problèmes de transition alimentaire. Après, il faut un petit panier, des jouets, selon la race du chien, des brosses ou pas, selon si les poils sont longs. C'est pas le plus compliqué. Ouais. Voilà, c'est vraiment plus se préparer, je ne vais pas dire psychologiquement, mais en tout cas, comment on va gérer tout ça, quoi. Ok, voilà. Donc le meilleur conseil, c'est vraiment préparer son environnement, préparer les enfants, bien expliquer une fois de plus que ce n'est pas un jouet et se lancer dans une aventure de 10-15 ans. Exactement. Une question donc de Kelly62. J'ai un souci avec mon chat Tommy qui a 7 ans. Depuis quelque temps, il a une petite boule sous la mâchoire et des taches noires. Pensez-vous que ce soit de l'acné? Et si oui, comment peut-on le traiter? Merci beaucoup. Est-ce que les chats peuvent avoir de l'acné? Alors, il y a une pathologie médicale qu'on appelle de l'acné du chat, effectivement, qui se manifeste souvent par des boutons, des sortes de comédons sous le menton. On parle d'acné, mais ce n'est pas du tout comparable à l'acné de l'ado humain. Par contre, ça se soigne, si c'est ça, ça se soigne notamment avec des antibiotiques et des antiseptiques. Okay. Mais là, il faut voir l'animal et consulter. Là, c'est vraiment... Parce que ça peut être des tas d'autres choses aussi. Donc... Mais l'acné existe chez le chat. Donc merci Kelly. En l'occurrence, rendez-vous chez le vétérinaire pour vérifier s'il s'agit bien d'acné du chat ou pas, et en l'occurrence, avoir un traitement adapté. Exactement. Alors, Cocotte, cette fois-ci, nous demande, à propos de son chat de 2 ans qui est stérilisé depuis 18 mois, depuis quelques semaines, il fait pipi partout dans la maison. Est-ce que c'est un rapport donc avec cette stérilisation ou, et comment, pourquoi l'arrêter? Alors, c'est une vaste question, la malpropreté du chat. Effectivement, quand on a un animal, un chat qui va marquer son territoire, donc envoyer des jets d'urine sur les bords de porte ou des choses comme ça, la première chose, c'est à stériliser si ce n'est pas fait, parce que c'est très souvent lié aux hormones sexuelles. En général, en stérilisant, ça améliore. Là, en l'occurrence, pas de chance. Donc là, il faudrait voir avec cette personne si c'est des jets de pipi toujours sur les murs ou si c'est des flaques de pipi ailleurs que dans la litière. Parce que ça nous donne des indications. Il faut savoir qu'en général, les chats sont des grands anxieux et que bien souvent, les marquages urinaires comme ça ou la malpropreté urinaire, c'est lié à une anxiété et très souvent, c'est une modification de l'environnement. Que nous, on n'a pas forcément vu comme un traumatisme pour le chat, mais ça peut être des travaux qui ont été faits à la maison, changement de meubles, un nouvel animal à la maison. Alors ça peut être très compliqué pour un chat à gérer. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Quelles vont être les techniques pour le rassurer Alors, il faut déjà identifier la cause, parce que si c'est juste parce qu'on a changé la litière de place,
C'est un petit peu dommage, on pourrait la remettre à la place initiale. Après, il y a des choses qui existent effectivement. Vous savez, quand les chats se frottent comme ça les joues sur les meubles à la maison, quand ils se sentent bien, ils déposent en fait sur ces meubles des phéromones qui sont des choses qui sentent pour eux, que nous ne sentons pas, mais que l'animal sent et qui indiquent qu'il se sent bien. D'accord. Ça existe de façon synthétique dans des diffuseurs ou des sprays. Okay. Et tout ça, ça peut vraiment apaiser l'animal parce que même si ce n'est pas lui qui a déposé ces phéromones de bien-être, eh ben, il se dit, ici, ça va bien. Donc c'est vrai que quand on a un chat anxieux, surtout lié à des déménagements, des choses comme ça peut vraiment bien améliorer les choses. Ok, donc finalement, en somme, il faut essayer d'analyser et de trouver pourquoi le chat fait ses besoins partout et pour solver ce problème, le rassurer parce que ça peut être souvent une cause de stress. Exactement. Bon, merci encore. Une nouvelle question de Tim Zach qui nous parle de son petit chien York qui depuis environ 1 mois est agressif avec notre deuxième chien Labrador, une femelle de 5 ans. Une castration pourrait calmer son agressivité ou pas? Merci pour votre réponse. Alors, là, j'ai peut-être pas tous les éléments, mais de ce que je comprends, on n'est pas vraiment sur une agressivité qui soit liée au sexe. Donc la castration, j'ai pas l'impression que ça fera grand-chose. On est probablement plus sur un problème hiérarchique entre les deux animaux. Probablement qu'avant, il y en avait un des deux qui avait le dessus et que les choses sont en train de se modifier. Là, sans avoir un état des lieux très précis de la façon dont se passent les choses à la maison, c'est un petit peu difficile de se statuer. Donc peut-être là, se renseigner auprès d'un vétérinaire pour un petit peu avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Il faudrait plus de détails pour pouvoir solutionner ce problème. On passe donc sur une question de Rodel22. Bonjour docteur. Pourquoi notre petite chatte de 3 ans stérilisée et très câline nous mord-elle brièvement sans appuyer lorsqu'on la caresse? Alors, effectivement, les chats ont parfois des comportements un petit peu bizarres. Il faut savoir que quand un chat vient s'asseoir sur vos genoux, il ne veut pas forcément des caresses. Donc, des fois, les personnes sont un petit peu étonnées parce que l'animal vient, se pose sur les genoux, on caresse et puis tout d'un coup, clac, ça mord. Mais là, de ce que je crois comprendre, c'est pas ça, c'est vraiment juste... violent, a priori, donc là, je pense que c'est vraiment une petite chatte qui essaye d'attraper les doigts, un peu comme, voilà, un peu presque pour téter, pour s'approprier l'odeur de son maître. Et voilà, c'est plus, je pense, une marque d'affection. Oui. J'ai l'impression. D'accord. Bon, bah alors, une petite marque d'affection, par morsure, mais délicate. Une nouvelle question de Laetitia W. J'ai un lapin angora assez farouche, il ne se laisse pas approcher et à cause de cela, je ne peux pas entretenir son pelage. Petit à petit, il se transforme en nid de poils qui ramasse tout sur son passage et cela entrave ses mouvements. Je ne sais plus quoi faire. Alors, comment solutionner le problème de Laetitia? Alors, attraper un lapin, c'est pas toujours facile quand ils sont peureux. Surtout que ça se débat beaucoup et que c'est très fragile. Donc, ils peuvent des fois, en se débattant, se causer des lésions très très graves. Ils peuvent se casser des vertèbres ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se battre, entre guillemets, avec un lapin. On peut, par exemple, les emmailloter dans une serviette. D'accord. Voilà, vraiment l'emmailloter dans la serviette, ce qui permet de l'attraper. En général, un lapin qu'on va mettre sur le dos va avoir un petit réflexe de se laisser faire. Le même réflexe quand on leur cache les yeux. D'accord. Donc, emmailloter, cacher les yeux avec la serviette peuvent bien aider. Après, c'est vrai que là, si on a vraiment plein de bourres de poils et que c'est très compliqué donc à brosser, ça peut peut-être valoir le coup, pour une fois, de le faire anesthésier, une tonte, et puis de recommencer petit à petit les brossages pour repartir sur une peau... Une base... Bah oui, parce que là, c'est vrai que s'il y a déjà beaucoup de bourres de poils, ça me semble compliqué. Donc, essayer de... En tout cas, pour l'attraper, la serviette, cacher les yeux, ça aide bien déjà. Et sur le dos. Et sur le dos. La serviette, les yeux, le dos. Et puis, si vraiment on est dans une situation extrême où il y a vraiment beaucoup de nœuds, peut-être une étape par le vétérinaire pour raser. Une nouvelle question de MFP92. Mon chat de 11 ans a pris beaucoup de poids, malgré les croquettes light. Et alors là, il y a une marque, je ne vais peut-être pas la citer. Il continue de grossir. Que faire? Alors, s'il continue de grossir malgré les croquettes light, je pense que les croquettes light sont données en trop grande quantité. D'accord. Parce que c'est pas parce qu'on mange du light qu'on peut en manger à foison. Donc je pense qu'il faut vraiment peser très précisément ce qu'on donne à son chat pour vraiment se rendre compte des choses. Parce que bien souvent, on a des gens qui nous posent cette question-là. Et puis quand on voit les choses avec eux, en fait, ils donnent double dose. Donc d'accord, c'est du light, mais c'est double dose. Donc, je pense que là, refaire le point sur la quantité donnée.
Et surtout, ne pas laisser les croquettes à volonté toute la journée. Alors, sur un chat, un chat qui n'a pas de problème de poids, il n'est pas boulimique entre guillemets, on peut et même on doit leur laisser à volonté. Mais c'est vrai que sur un animal au régime, il va falloir fractionner en plusieurs petits repas dans la journée. Donc on fractionne et on respecte les doses normalement. Ça devrait fonctionner. Alors, une nouvelle question de Martine Tin. J'ai un petit York de 4 ans depuis octobre. Elle aboie sans cesse quand il y a quelqu'un qui rentre chez nous et ne s'arrête jamais tant que les personnes restent chez nous. Si on l'enferme, elle se rue sur la porte d'entrée et aboie en reniflant le passage de notre invité. Alors, de ce que j'entends dans la question, on a peut-être une petite chienne qui est un petit peu angoissée et agressive avec les inconnus. Je pense que ça doit être ça. Peut-être lié au territoire aussi parce que... Oui. Donc, ce qui pourrait tout à fait aider, c'est peut-être demander aux personnes qui viennent de lui jeter des petites croquettes. D'accord. Pour qu'elle associe ça avec quelque chose d'agréable. Les petites croquettes, alors c'est un petit peu contraignant de demander aux invités d'avoir des croquettes dans la poche et paf paf de les distribuer au cours de la soirée, mais ça peut améliorer les choses et du coup elle s'occupera peut-être plus des croquettes que des invités. D'accord. Petit à petit, elle se dira que c'est pas si horrible que ça d'avoir des invités à la maison. Donc on amadoue le York avec des croquettes. C'est ça. Une question de Bouboukam. Bonjour, certains amis font tremper les croquettes sèches dans de l'eau chaude. Est-ce que c'est vraiment utile? Et y a-t-il un bénéfice à cette méthode? Alors, on ne précise pas la nature de l'animal, mais... alors, ça peut être recommandé pour certains chiens qui ont des problèmes urinaires, chiens ou chats, et pour lesquels on veut augmenter le volume de boisson. Parce qu'on ne peut pas expliquer à un animal qu'il faut boire plus, donc on mouille les croquettes ou on donne de la pâtée. Après, on a certains animaux un petit peu capricieux, et qui vont trouver que dans l'eau tiède, ça va sentir plus fort et qui vont donc être plus attirés par les croquettes parce qu'avec l'eau tiède, ça exhale un petit peu les arômes. Okay. Mais en soi, ça sert pas... hormis ces deux cas très précis, il n'y a pas d'intérêt particulier. Peut-être en cas de problème de dents En cas de problème de dents, oui, effectivement. D'accord. Mais s'il y a des problèmes de dents à ne pas pouvoir croquer les croquettes, je pense qu'il faut consulter à ce moment-là. D'accord, oui, il faut trouver une autre solution. Ouais. Bon, merci. Une nouvelle question de Lilou99. À partir de quel âge peut-on stériliser une chienne? À partir de 5-6 mois. Ok, voilà. Tout simplement. Merci. Caudry59. J'ai une chatte de 3 ans et même que la litière est propre, et lorsque la litière est propre, elle fait pipi partout. De quoi ça peut venir? Alors, comme on disait tout à l'heure, probablement, il faut déjà vérifier qu'il n'y ait pas de problème urinaire, type cystite, une douleur particulière quand le chat urine, qui du coup lui ferait croire que la douleur est dans la litière, donc qui ferait pipi ailleurs. Bon, première chose, mais très souvent, c'est des phénomènes anxieux. Donc, comme on disait tout à l'heure, essayer d'identifier un petit peu ce qui peut rendre anxieux. Et puis après, il y a des tas de molécules qui peuvent aider ici. D'accord. Et si ça concerne tous les besoins, c'est-à-dire que là, on parle de pipi qui peuvent marquer le territoire, mais si les selles, pareil, c'est souvent de l'anxiété. D'accord. Ouais. Donc, essayer de résoudre le problème lié à l'anxiété, parce qu'a priori, ça vient et jamais gronder le chat et le jeter dans la litière, il prendra en grippe la litière et ça serait pire que tout. D'accord. Alors, surtout, beaucoup de précautions et on ne fait pas peur au chat. On enchaîne avec une question de Marc. Mon chien aime que la nourriture familiale, donc nouilles, riz, viande cuite, reste de repas, et il n'arrive pas à lui faire manger de croquettes. Comment l'obliger à manger des croquettes? Est-ce que c'est nécessaire de l'obliger à manger des croquettes? Alors, c'est sûr que les restes de table, c'est ce qu'on a fait pendant des centaines d'années. Les chiens ont mangé nos restes de table, mais concrètement, ce n'est pas le plus adapté, ce n'est pas le plus équilibré pour eux. On peut faire une alimentation ménagère pour son chien, mais à ce moment-là, il faut la faire faire par un vétérinaire qui va vraiment vous calculer très précisément. Donc les restes de table, c'est souvent assez disproportionné. Voilà, c'est souvent trop gras ou trop salé, voilà, pas adapté pour l'animal. Pour lui faire changer l'habitude, c'est difficile. Ça aurait été mieux de ne pas lui donner cette mauvaise habitude, en fait. Pour lui faire changer, ce qu'on conseille souvent, c'est de faire des transitions très très longues, donc de mélanger. D'accord. De mélanger les choses. Mais c'est vrai que partant d'un animal qui ne mangeait pas du tout de croquettes, un animal qui en mange que ça, en général, c'est un petit peu difficile. La pâtée est parfois un bon intermédiaire entre les deux. Parce que pour le chien, ça sent quand même mieux que des croquettes et ça peut les attirer un petit peu plus. Ok, donc finalement, on va se retrouver avec deux alternatives, essayer la pâtée ou éventuellement aller chez le vétérinaire pour étudier une ration ménagère équilibrée ou, troisième opportunité, vraiment introduire les croquettes de manière progressive, très progressive, en espérant que ça marche. Alors, une question de Filmoff maintenant.
Nous avons un bichon maltais qui a 2 ans. Il est charmant et très obéissant en général. Toutefois, à l'extérieur, il est parfois impossible de le rappeler et aurait tendance à se sauver. Comment y remédier? Alors, le rappel, ça se travaille effectivement. Pour travailler le rappel, l'idéal au début, c'est d'avoir une très longue longe qui permet au chien de se sentir lâché. Une longe de 10 mètres, hein, mais de ne pas l'être en vrai, pour éviter qu'il se sauve, parce que ça serait quand même très embêtant. Il faut savoir qu'un chien, il faut jouer au rappel déjà à la maison. Le rappeler à la maison, une petite friandise, le faire dans le jardin, le faire dans des endroits qui sont de plus en plus attrayants pour lui. Mais au début, on commence dans un endroit qui est très connu, qui ne va pas l'attirer à l'extérieur, qui ne va pas l'attirer de façon trop importante. Toujours, quand il revient, on le félicite, une petite friandise, une caresse. Quand il revient, même s'il met du temps à revenir, même s'il nous a vraiment fait tourner en bourrique, ne jamais le gronder. D'accord. Parce que forcément, il va associer le fait de « je reviens, je me fais gronder ». Et du coup, il ne va plus oser revenir s'il y a un souci. Quand on appelle un chien, il faut vraiment prendre une attitude comme les chiens entre eux quand ils veulent jouer. D'accord. Donc on s'accroupit, on appelle, on tape dans les mains, on prend une voix très aiguë, très attrayante pour les chiens. Ça facilite vraiment le retour pour eux. D'accord, alors un petit peu de pédagogie, ouais. Une longue laisse. Et Filmoff nous envoie une autre question, toujours à propos du bichon. En laisse, il est toujours la truffe par terre et très énervé par les odeurs. Il a tendance à être très énervé aussi par la présence de toutes les femelles. La castration, dans ce cas-là, est-elle une solution? Est-ce que ça va remédier le problème du retour? Avec les femelles, si c'est des femelles en chaleur, oui. Si c'est des femelles qui ne sont pas spécialement en chaleur, je ne suis pas sûre. Et pour renifler, les chiens ont besoin de renifler énormément, donc c'est presque un comportement normal de chien. Je le mets peut-être en rapport avec la question précédente qui concernait les mêmes chiens. Oui. On est peut-être vraiment sur un animal qui a une envie d'explorer terrible. Donc il renifle beaucoup, quand il est lâché, il ne sait pas revenir. Je pense que là, il a vraiment besoin d'être beaucoup dehors et de beaucoup travailler le rappel en fait. D'accord. Voilà. Donc du travail, des exercices avec une longue laisse au départ. Exactement. Et puis au fur et à mesure, essayer d'améliorer tout ça. Ouais. Exactement. Une question de Hélène qui rencontre un problème avec sa chatte. Depuis qu'elle a emménagé dans son nouveau logement, elle urine sur le canapé, sur son lit, sur celui de son fils. Nous l'avons fait stériliser et elle continue encore et elle est âgée de 2 ans. On est encore face au même problème. Sur une chatte qui a un petit peu mal vécu. Effectivement, Hélène, on parlait de ce problème. Donc les chats sont des animaux très anxieux, facilement sujets à l'anxiété, notamment liés au déménagement. Les chats, c'est des animaux territoriaux, donc on change leur territoire, on change leur vie, donc c'est très compliqué pour eux. Et là, en l'occurrence, comment comme je disais tout à l'heure, ce stress, vu qu'il y a un changement de logement, je pense que là, il y a besoin des phéromones synthétiques dont je vous parlais tout à l'heure, en diffuseur ou en spray, et puis peut-être, si c'est vraiment marqué, peut-être des traitements qui vont l'aider un petit peu à passer ce cap. D'accord, mais avant les traitements, on favorise vraiment... Ouais, avant que ça devienne une très mauvaise habitude, que les propriétaires prennent le chat en grippe, parce que ça, on le voit aussi souvent, il y a un moment, ça devient invivable, ce que je peux tout à fait concevoir, mais le chat, c'est pas de la vengeance. Il faut bien comprendre, c'est pas de la vengeance, c'est juste, il exprime un mal-être. Voilà. D'accord, donc de la patience, de l'amour et éventuellement des phéromones. Exactement. Une question de Virus. Ma chienne de race Chihuahua, âgée de 4 ans, est stérilisée, a de gros problèmes pour faire ses besoins. J'ai tout essayé, rien ne la soulage. Que faire? Alors, je pense qu'on parle de faire ses besoins, de faire ses selles. Ouais, j'imagine. Donc de constipation. Donc déjà faire un point sur l'alimentation. Parce que selon ce qu'elle mange, il y a des choses qui sont plus facilement digestes que d'autres. Au niveau de traitement simple que vous pouvez essayer, il y a des traitements, par exemple à base de graines de psyllium qu'on va trouver dans les magasins bio, des choses comme ça, qui favorisent le transit. Et ça, c'est pas risqué, c'est-à-dire que... Non, une petite cuillère à café, voilà. Il ne faut pas non plus mettre en diarrhée l'animal, mais un petit peu pour voir un petit peu si ça améliore. Après, si ça devient chronique et vraiment on en est sur des problèmes digestifs importants, il faut consulter à ce moment-là. D'accord, alors on essaye donc les solutions, notamment les graines de psyllium. Et s'il n'y a pas d'amélioration visible assez rapidement, on consulte le vétérinaire. Une nouvelle question de Nelly, cette fois, qui a un chihuahua mâle de 1 an, qui n'est toujours pas propre, lorsque j'ai un autre chihuahua, alors qu'elle a un autre chihuahua femelle qui est propre. Pouvez-vous donner un conseil ? Alors, pour apprendre la propreté d'un chien, parce que là, en fait, on est sur un chien qui n'a pas acquis la propreté, il y a plein de petits conseils qui peuvent aider. Alors déjà, il faut essayer de les sortir le plus fréquemment possible pour que, statistiquement, le pipi tombe dehors plutôt qu'à l'intérieur. Et féliciter énormément quand l'animal fait dehors. Il faut vraiment que le chien comprenne que c'est ça qu'on attend de lui.
Parce que fondamentalement, il veut vous faire plaisir, c'est juste qu'il n'a pas compris comment il devait faire. Quand vous le voyez faire à la maison, vous pouvez là le gronder avec un gros nom bien ferme et on l'emmène dehors tout de suite pour, s'il doit finir, qu'il finisse dehors. Et là, on le félicite. D'accord. En revanche, si vous entrez dans la pièce et que là, vous trouvez du pipi, ça ne sert à rien de lui mettre le nez dedans, de gronder. Il ne va pas associer ça, il ne va pas comprendre que c'est lui qui a fait, lui qui ne doit pas faire. Donc ça ne sert à rien. En revanche, on le met dans une autre pièce et on nettoie en dehors de son champ de vision. Parce que le fait de nettoyer, de s'accroupir, de se servir de la serpillière ou de sopalin, l'animal va associer ça avec une demande de jeu. Et du coup, ça brouille un peu l'information qu'on veut lui donner. Oui, clairement. Donc on ne nettoie pas devant l'animal. Donc on sort le chien s'il a fait ses besoins à l'intérieur. On le sort tout de suite d'ailleurs pour qu'il finisse dehors si possible. On le félicite, quitte à avoir l'air un petit peu idiot dans le parc. On n'hésite pas à le féliciter quand il fait ses selles dehors. Et on nettoie toujours quand il est à l'extérieur de la pièce. Une nouvelle question de Marie. Pourquoi mon chat se comporte toujours comme un chat non castré alors qu'il est castré depuis décembre 2007 ? Merci beaucoup. Alors, tout dépend ce qu'elle entend par se comporte comme un chat non castré. J'imagine que c'est lié au comportement peut-être sexuel ou... Alors ça serait étonnant parce que normalement, vraiment, un chat mâle castré ne va plus saillir. Normalement. Peut-être qu'elle veut parler de bagarre parce que c'est vrai que certains chats non castrés se bagarrent plus que les chats castrés. Mais il peut y avoir des bagarres pour le territoire et ce n'est pas forcément lié aux femelles. D'accord. Donc là, malheureusement... c'est peut-être ça. Si en tout cas c'est le... Alors Marie, si on pouvait avoir un petit peu plus de précision, on est là en direct, donc il n'y a pas de souci, ça nous aiderait à répondre un petit peu plus précisément à cette question. Du coup, on va passer avec une question de Wesley17. J'ai eu mon chien en 2004 à la SPA et il fait de l'eczéma. Des fois ça va, mais d'autres fois ça ne s'arrête pas. De quoi cela peut-il venir? Que faut-il faire, sachant que je lui donne des pâtés avec des boulettes de viande à la volaille et un petit peu de croquettes? Merci beaucoup. Alors, on parle souvent d'eczéma chez le chien, même si ce n'est pas le bon terme scientifique. Nous, on va plus parler peut-être d'atopie. D'accord. Voilà, qui est très souvent liée à des allergies. Mais bien souvent, c'est des allergies à plusieurs choses. Donc, ça peut être alimentaire, allergie aux puces, allergie à certains pollens, à certains acariens de la maison. Comment on peut analyser Alors, il y a des analyses justement qui se font comme nous. On fait des tests d'allergologie. Ça existe aussi chez les chiens. Ce qui permet quand même d'éliminer, quand c'est possible, certaines causes d'allergie et du coup d'avoir un animal qui est quand même en meilleur état dermatologique. Donc rendez-vous chez le vétérinaire pour trouver la source donc, de ce qu'on va appeler de l'eczéma, mais qui n'est pas à proprement parler de l'eczéma. Nouvelle question de Zita. Mon chat a des croquettes spéciales pour chat stérilisé à sa libre disposition. Je lui donne en plus des aliments en boîte. Il réclame qu'on le serve au moins 10 fois par jour. Il en laisse toujours dans sa gamelle et à chaque fois, je dois changer et laver. Autrement, il ne mange pas. Donc, on est face à un chat très exigeant et capricieux presque. Hein. C'est vrai, c'est vrai que les chats, c'est parfois un petit peu des petits dieux à la maison. Là, j'ai pas de solution miracle parce que je crois qu'on est vraiment sur un chat qui a un petit caractère. Peut-être il existe certaines gamelles qui vont s'ouvrir, des distributeurs automatiques de croquettes. D'accord. A priori, il a les croquettes à libre disposition. C'est pour la pâtée qu'il réclame. C'est plus pour la pâtée. Alors là, je ne vais pas avoir de solution. Il veut du frais et c'est vrai que certains chats sont très très difficiles. Si la pâtée est un petit peu éventée, ils ne vont plus la manger. Donc peut-être en mettre un tout petit peu moins. Parce que probablement que ce chat, ce qu'il réclame, c'est le geste de mettre quelque chose. Donc peut-être qu'une cuillère à café suffirait, il la mangerait, ça serait terminé. Probablement que ça aiderait un petit peu. Donc on essaye de réduire les doses et peut-être moins de fractions de repas pour pas que ce soit trop handicapant. Alors, une question, donc 2 questions en une de LBC. J'ai enlevé maladroitement une tique de l'épaule de mon chat il y a 2 ans environ et depuis s'est formée une sorte de kyste. Dois-je lui enlever? Alors c'est la nature peut-être. Oui, alors c'est vrai que quand on retire mal une tique, la tête peut rester plantée dans la peau et donc faire une petite réaction inflammatoire, une petite boule dans la peau, rouge et inflammée, mais en général qui évolue favorablement parce que normalement le corps, un peu comme une épine, va repousser le corps étranger. Donc là, je suis assez étonnée que ça fasse 2 ans que ce soit toujours le cas. Donc peut-être avoir un diagnostic un petit peu plus précis pour être sûr que ce soit vraiment lié à ça
et qu'on soit juste sur quelque chose d'inflammatoire et pas quelque chose d'un petit peu plus méchant. Est-ce qu'on peut attendre le prochain rendez-vous chez le vétérinaire ou il faut vraiment prendre un rendez-vous Si ça n'évolue pas de façon évidente, oui. Sinon, si le prochain rendez-vous est dans 11 mois, je pense que ça vaut le coup d'avancer un petit peu quand même. Ok, merci beaucoup. Nouvelle question de Pupus24. Mon chat a subi une reconstitution de sa mâchoire suite à un accident. Depuis, il ne peut plus tailler ses griffes. Faut-il le faire pour lui? Oui, alors je vois pas trop le rapport entre la chirurgie de la mâchoire et les griffes, mais bon, en tout cas oui, on peut couper les griffes d'un chat. Exactement comme tout à l'heure, comme le furet j'expliquais pour le furet. Parfois, les griffes sont moins transparentes, mais bon, en général, c'est quand même transparent et on voit très très bien à travers. Donc, c'est exactement le même geste. On appuie sur le petit coussinet pour que la griffe sorte et on coupe en laissant quelques millimètres de marge avec la petite veine. D'accord, alors au cas où vous n'étiez pas là au début donc, de l'émission, si la griffe est transparente, on va voir donc la veine, c'est ça? Exactement. Et couper toute la partie transparente en laissant une petite marge et puis pas de panique si ça saigne. C'est désagréable, c'est douloureux, il faut éviter, mais c'est pas la fin du monde. Voilà. On enchaîne avec une question de Vérodu62 qui a un husky de 3 mois. Quand il est avec nous, tout va bien. Par contre, si on essaye de partir, il pleure, il gratte aux portes. Il y a 2 jours, il a commencé à s'attaquer au mobilier quand il était tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pensez-vous qu'on aurait besoin d'une cage de transport? Alors, c'est vrai que ça peut être une solution de le mettre en cage parce que du coup, il fera moins de dégâts à la maison. Mais l'idéal, ça serait quand même qu'il s'habitue à rester seul. Alors, comment faire? Alors, il faut l'entraîner. Justement, c'est vrai qu'il a 3 mois, donc ce pauvre petit chien, il a toujours vécu entouré de sa maman, de ses autres frères et sœurs chiots. Et là, il se retrouve dans une famille avec laquelle il a recréé les mêmes liens qu'avec ses frères et sœurs, mais se retrouver tout seul, c'est pas naturel en soi, ça s'apprend. Donc il faut déjà lui apprendre un petit peu à la maison à pas être tout le temps dans les pieds. De temps en temps, à le renvoyer dans son panier, à lui apprendre à être dans une pièce tout seul de temps en temps. Voilà. Et puis après, ça s'apprend petit à petit. Il faut éviter de trop renforcer le sentiment de stress que lui, il éprouve quand on part de la maison. Quand on part, le chien s'en rend bien compte et il y a un petit moment de stress pour les chiens qui n'ont pas l'habitude. Il faut éviter de renforcer ça. Donc il ne faut pas trop faire de scènes d'au revoir, voilà, pas de caresses, pas de câlins, parce que pour lui, on réconforte sa peur, donc on valide. On lui dit oui, tu as raison d'avoir peur puisque je m'en vais. Donc il faut essayer de lui sortir plein. Voilà, on lui sort plein de petits jouets pour qu'il s'occupe, mais voilà, on fait comme si c'était normal de partir. Et quand il s'attaque au mobilier, comme là en l'occurrence? Alors c'est vrai que la cage là peut être une solution, ou alors trouver une pièce où il ne peut pas faire trop de dégâts peut-être. Okay. La cage reste vraiment une solution un petit peu extrême et on essaye d'abord de l'habituer, surtout chez un petit chiot bien sûr. Qui a encore une marge de progression. Exactement. Une question de Prunelle cette fois. Quels sont les signes d'une grossesse nerveuse chez une chatte? Alors, la grossesse nerveuse chez le chat n'existe pas. Ah bah voilà, au moins comme ça c'est clair. Voilà, chez le chien oui, mais chez le chat... D'accord, donc c'est pas possible. Connue, voilà. Bon, bah pas de grossesse nerveuse pour la chatte. Éventuellement pour la chienne, comment on la reconnaît dans ce cas-là? Alors, pour la chienne, déjà les mamelles qui vont être gonflées. On peut avoir quelques petites gouttes de lait si on presse les mamelles. Donc là, c'est le signe évident. Il y a une montée de lait alors qu'il n'y a pas de chiot, donc grossesse nerveuse. Mais aussi, on va avoir une modification du comportement. C'est-à-dire que la chienne va faire comme si elle avait des chiots. Généralement, elle va prendre un petit doudou, une de ses pluches ou un chausson qu'elle va couver comme son bébé. Donc faire des nids dans le jardin ou voilà, se coucher dans un endroit un petit peu inhabituel, un peu caché, un peu voilà, faire un nid. Et puis prendre son petit de substitution sous elle. En général, ça intervient quelques semaines, quelques mois après les chaleurs. Là où normalement elle aurait dû avoir des petits qu'elle n'a pas eu. Voilà. Donc pas de grossesse nerveuse chez la chatte, mais chez la chienne éventuellement, elle va donc reproduire tous les comportements d'une chienne enceinte ou ayant eu des petits récemment, sauf qu'il n'y a pas de bébé. Une question de Marilena, 54. Ma chienne de 12 ans a été opérée il y a plus de 2 mois pour une castration. Avant l'opération, elle faisait fréquemment des grossesses nerveuses. Donc on revient sur cette thématique. Or, à ce jour et malgré l'opération, elle a encore les mamelles enflées et creuse des terriers. Que faire malgré le traitement de Galastop? Alors, là, on est peut-être un petit peu tôt après la stérilisation. Les hormones ne sont pas encore complètement nées 2 mois. Je pense qu'il faut encore être un petit peu patient à mon avis. Sinon, il faudra consulter, vérifier quand même qu'il n'y ait pas un trouble hormonal plus important. Mais 2 mois, on peut avoir encore un petit peu de chance que ça vienne que ce soit suite au comportement. Et alors du coup, que faire? Il y a quelque chose à faire pour l'aider dans ce comportement?
Alors, si effectivement l'animal, enfin la chienne, couve un doudou, c'est pas gentil, mais il faut lui retirer. D'accord. Voilà, il faut lui enlever le bébé de substitution. Voilà. Et il faut l'occuper énormément pour qu'elle pense à autre chose. Voilà. On enchaîne avec une question de Fabi Nico. Ayant un chat, j'aimerais savoir s'il est obligatoire de le faire vacciner. Et puis on a déjà répondu à la question du vaccin. Vacciner, non. En début d'émission. Vacciner, il n'y a pas d'obligation. Par contre, l'identification est obligatoire. D'accord. Donc puce ou tatouage, quoique le tatouage est voué à vraiment disparaître et il est plus reconnu qu'en France. Donc, mais par contre, sur identification, obligatoire sur tous les chiens et tous les chats. Chez le vétérinaire. Oui. On enchaîne avec une question de Praline. J'ai une chatte qui a 13 ans et qui n'est pas stérilisée. Nous vivons en appartement et depuis 2 mois, elle mange 4 gamelles pleines par jour, plus des croquettes. Mais le problème, c'est qu'elle vomit souvent et si je ne lui donne pas à manger, elle miaule jusqu'à ce que je lui donne. Donc là, on est face à un chat qui mange beaucoup et qui vomit après. C'est presque du gavage. Alors là, on est vraiment sur un animal de 13 ans, je crois, une chatte de 13 ans. C'est ça. C'est ça, qui a vraiment augmenté son appétit. Donc ça peut être le signe de certains troubles hormonaux. Pas d'hormones sexuelles, mais notamment la thyroïde. Donc je pense que ça vaut le coup de consulter. Ouais, des problèmes de thyroïde qui arrivent avec l'âge chez le chat. Voilà, donc je pense que là, il faut vraiment... Donc là, en l'occurrence, un rendez-vous chez le vétérinaire serait plus sage. Donc on va continuer avec une question de Sylvie. J'ai une chatte qui a des soucis de malpropreté. Dès qu'elle est contrariée, elle a tendance à faire la grosse commission juste devant le bac à litière. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant. Par contre, les urines sont toujours faites dans la litière. J'ai 2 chats, 2 maisons et 2 maisons de toilettes. Elle a essayé le diffuseur, mais rien n'y fait. Alors là, je crois qu'on est encore sur effectivement l'anxiété. Beaucoup de problèmes d'anxiété chez les chats. Le problème a même été tout de suite pointé par la propriétaire. Donc peut-être une maison de toilette en plus. En général, on dit une litière par chat plus une. Donc là, il y a 2 chats, peut-être une 3e ne serait pas du luxe. Et si le diffuseur n'a pas fonctionné, là, il faut peut-être passer à certains traitements, des compléments alimentaires, qui ne sont pas encore vraiment médicamenteux, mais qui vont aider un petit peu à baisser ce stress. Donc on commence par finalement essayer de rajouter une litière, même si on a 2 chats, 2 litières, on essaye de rajouter une 3e litière. Et s'il n'y a pas de progrès, rendez-vous chez le vétérinaire pour envisager des compléments alimentaires. Une question de Julie Boulogne. Ma chatte de 6 ans, Nala, robe tricolore à poils courts, elle perd beaucoup trop ses poils. J'ai beau la brosser encore et encore, et elle en perd toujours autant, tout au long de l'année. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, là, on a 2 possibilités. Soit on est vraiment sur un chat qui a un problème de peau, un problème dermatologique. Donc à ce moment-là, l'animal perd du poil. Le poil est moche, terne, clairsemé, avec peut-être des boutons, des plaques. Donc là, on est sur un problème dermatologique, je pense qu'il faut consulter. Autre possibilité, on est sur un animal qui perd beaucoup ses poils, mais à côté de ça, qui a un beau pelage. Et là, c'est pas de chance, c'est juste que c'est un chat qui perd beaucoup, mais qui refait beaucoup de poils. Et ça, à part faire quelques fois dans l'année des cures de compléments alimentaires pour aider sur la qualité du poil qui peuvent améliorer les choses, mais si on est dans ce cadre-là, il n'y a pas de solution vraiment miraculeuse. Donc, premier réflexe, aller sous les poils pour voir l'état de la peau. Voilà, puis de toute façon, voir si le poil est bien brillant, s'il n'est pas terne. Là, si c'est ça, c'est qu'il y a un problème dermatologique derrière, il faut consulter. Mais si c'est juste... Si c'est juste ça, on s'attaque au rouleau et on s'arme de patience. Voilà. Une nouvelle question de Yakari. Bonjour, j'ai recueilli une jeune chatte, je pense. Elle a accaparé l'appartement et chasse systématiquement mon chat, qui, bonne patte, préfère s'en aller. Il est très triste et ne veut plus de câlins. Oui, alors ça c'est très compliqué effectivement. Comme on l'a dit déjà tout à l'heure, les chats sont des animaux très territoriaux. Et donc un nouveau chat dans la maison peut en faire son territoire et virer l'autre chat de la maison. Alors, on peut effectivement essayer aussi les phéromones dont je vous parlais précédemment. Certaines molécules vont peut-être apaiser le chat qui est le plus agressif et donner plus de confiance au chat le plus timoré. Mais c'est vrai que c'est des situations qui peuvent être très compliquées parce que les chats, ça choisit son territoire et c'est parfois... Et alors, est-ce qu'il va y avoir des astuces au niveau du comportement? Peut-être essayer de séparer le logement en 2 ou... Oui, mais là, on rentre dans des choses qui vont être vraiment très très compliquées. Donc là, je pense déjà les phéromones d'apaisement. Pour les 2, ça ne peut faire que du bien. Et puis voir un petit peu comment ça se passe. Mais si le nouvel arrivant est un
Un caïd, ça peut être compliqué à gérer. Donc d'abord les phéromones et puis on essaye de voir comment la situation évolue. Nouvelle question de Bilotte31. Ma fille a un chat qui est né en août 2015. Elle l'a fait castrer en février. On lui donne des croquettes pour chat stérilisées, mais il réclame toujours à manger et il a toujours faim. Il finit les croquettes de son autre chat, il mange toute la journée et miaule, même si on lui, miaule pour qu'on lui en donne encore plus. Ouais. Alors ça, c'est un problème très récurrent. On a de plus en plus de problèmes de ce qu'on appelle de boulimie chez le chat, c'est-à-dire des chats qui vont manger. C'est très souvent des chats d'appartement qui n'ont pas la possibilité de sortir. Donc, si c'est le cas, ou si en tout cas c'est possible de le faire sortir et que ce n'est pas le cas, en général dehors, ils pensent à autre chose qu'aux croquettes. Ça les occupe. Oui. Voilà. Ils ont besoin de s'occuper. Oui, exactement. Ou peut-être des jouets avec des voilà, croquettes peut-être dedans. des jouets, effectivement. Essayer d'augmenter le niveau d'attractivité de l'environnement. Et puis de toute façon, il faut savoir qu'un chat, physiologiquement, c'est fait pour manger plein de petits repas dans la journée. Donc idéalement, 10 repas dans la journée, c'est compliqué, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, un petit peu adapter l'environnement pour l'occuper au maximum. Et puis sinon, ce qui peut marcher aussi, c'est on a des distributeurs de croquettes qui s'ouvrent à heure prévue. Du coup, ça peut éviter d'aller toutes les 2 heures à la gare. De devenir esclave de son chien. Donc peut-être envisager le distributeur. Donc 2 questions en une. De Maxou, j'ai un bulldog français de 5 mois qui a beaucoup de mal à être propre. Je le sors dès que je peux et le récompense s'il fait dehors. Mais c'est le plus souvent à l'intérieur et n'importe où. Que dois-je faire? On me dit de le mettre en cage pour qu'il comprenne que c'est dehors. Alors, effectivement, la cage, typiquement là-dessus, ça peut être une aide. Ouais. Alors, pas du tout de le laisser enfermé tout le temps, évidemment. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'un chien, quand il va être dans un espace restreint, ne va pas vouloir faire pipi parce qu'il ne veut pas se faire pipi dessus. Donc, dans une cage, il va se retenir de faire pipi. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser une cage pour ça. Mais alors, du coup, il va falloir le sortir très fréquemment de la cage et l'emmener dehors tout de suite. Oui. Pour que, du coup, il se retienne de faire pipi et hop, dès qu'il a envie, on le sort. Il faut vraiment qu'il associe la sortie. Exactement. Après, il ne faut pas non plus le laisser enfermer 10 heures dans la cage parce que là, il finira par se faire pipi dessus, sous lui. Oui, et là, ça va brouiller, ça va devenir très compliqué à gérer. Donc, tout à l'heure, je donnais plusieurs petites astuces. Donc, les sortir fréquemment. En général, les heures un petit peu stratégiques, c'est quand l'animal se réveille. Donc s'il a fait sa nuit, sa sieste, peu importe, hop, dès qu'il se réveille, on l'emmène dehors. Après le repas, dans le quart d'heure qui suit, en général, ça favorise le transit. Et puis quand on l'a excité, qu'on a joué avec lui, hop, on l'emmène dehors. Donc ça, c'est un peu les moments stratégiques. Et puis le féliciter quand il fait dehors, le gronder si on le voit faire à la maison. Toujours beaucoup de pédagogie. Voilà. Mais la cage, effectivement, peut aider, mais il ne faut pas du tout en abuser, il ne faut pas le laisser 10 heures dedans parce qu'on part au travail. Là, non. D'accord, la cage, c'est vraiment... C'est vraiment pour qu'ils comprennent qu'on ne fait pas à la maison. Et pouvoir l'emmener, parce qu'on a des fois certains chiots qui font tellement pipi partout que les gens n'arrivent même plus à gérer. Donc là, ça peut aider un petit peu. Mais c'est vraiment sur un problème très... C'est une solution radicale. Ouais. Et avant, on essaye vraiment la pédagogie. Oui. Et si on opte pour la cage, surtout, on sort très souvent le chien. Oui. On enchaîne avec une question de Maxou. Je reviens vers vous pour mon petit bulldog français. Faut-il retirer sa gamelle de croquettes la journée s'il n'a pas mangé? Je suis parfois absent 11 heures, donc pour la cage, on oublie. Pour le travail, sans rentrer le midi, je lui laisse les croquettes à volonté et de l'eau. De même pour la nuit, que dois-je faire? Alors, est-ce qu'on lui laisse les croquettes à volonté pour ce petit chien toute la journée? Alors là, je pense que vu qu'il y a un départ pendant 11 heures, je pense que c'est ce qui reste le plus adapté. Il faut savoir que normalement, ça serait mieux de faire plusieurs repas dans la journée. Jusqu'à 4 mois, un chiot a vraiment besoin de 4 repas par jour. Il ne peut pas faire moins ou c'est très compliqué. Voilà, il ne peut pas manger suffisamment, il risque de faire des hypoglycémies, ça peut être compliqué. Donc jusqu'à 4 mois, 4 repas. Jusqu'à 6-7 mois, on peut passer à 3 repas. Et du coup, si on ne peut pas faire ça, la nourriture en continu? Oui. Alors après, en surveillant quand même bien le poids, parce que bien souvent, quand on laisse en continu sur les chiots, on a des chiots qui mangent beaucoup plus que... Et c'est gourmand. Et c'est gourmand. Donc c'est vrai que si vraiment là, on a un animal qui va manger quelques croquettes, qui reste raisonnable, pourquoi pas, mais l'idéal, ce serait de pouvoir lui faire plusieurs petits repas. Et effectivement, être parti 11 heures de la journée, c'est compliqué du coup à gérer. Alors peut-être essayer de trouver quelqu'un qui pourrait vous le sortir ou donner des repas pour vous aider à accompagner ce petit chiot dans sa croissance. Exactement. Parce qu'après, à l'âge adulte, 2 repas par jour, un matin, un soir, c'est tout à fait possible. Donc ça ne posera pas beaucoup de problèmes par la suite.
Alors, encore une question de Michel. Comment empêcher mon chien de 5 mois de sauter sur les gens lors de ses promenades? Il déborde d'amour pour tout le monde, mais tire trop sur la laisse lorsque l'on suit et qu'on croise des gens. Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué. Il faut persévérer, il faut qu'il apprenne le non. Voilà, il faut qu'il apprenne que quand on lui dit non, il interrompt ce qu'il est en train de faire. Ce qui peut être un bon petit truc au début, c'est en général les chiots apprennent assez facilement quand même à s'asseoir. D'accord. Et du coup, quand vous croisez du monde, vous le faites asseoir. Alors, c'est pas très pratique au début, mais ça évite les accidents avec le chien qui saute et qui met de la boue partout sur le manteau de la voisine. Ça peut quand même bien aider. Donc, voilà, on le fait asseoir, on le tient bien au collier, on attend que ça passe et on reprend la balade. Mais il faut l'habituer petit à petit à ce que ce soit normal pour lui. Donc, il va falloir se mettre en situation quand même régulièrement pour qu'il se rende compte que oui, on ne va pas sauter sur tous les gens. Et pour apprendre le non, quelles sont les étapes? Ouais, alors ça c'est assez facile parce que le non, c'est le ton et la gestuelle qu'on va mettre sur un chien. Si on se redresse, on prend une grosse voix, on dit non d'un ton très ferme, même quitte à crier un petit peu, le chien instinctivement, il interrompt ce qu'il fait. Donc il faut commencer à la maison, quand il va commencer, je sais pas moi, à aller renifler la poubelle par exemple, on dit non. Voilà, et en général, il comprend. Donc il faut après qu'il apprenne à s'arrêter sur d'autres choses. Et on est pris par le temps, donc on va finir avec une dernière question de Michel à propos de son chien qui aboie pour rien, même sur nous. C'est un King Saint-Charles de 5 mois. Qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer cette situation? Alors, les petits chiens qui aboient comme ça, surtout Chiot, puisqu'il a que 5 mois, ça serait bien que je le voie en situation, parce que bien souvent, quand les chiots aboient comme ça, ils se mettent les fesses en l'air et aplatissent sur les pattes avant, et ça, c'est une demande de jeu, c'est une invitation au jeu. Donc avec un petit jappement très aigu et la petite queue qui se balade. Donc probablement que le chien la réclame à ce qu'on s'occupe de lui, à ce qu'on joue avec lui. Et alors la solution, c'est de lui accorder de l'attention? Voilà, de lui accorder de l'attention, mais pas systématiquement parce que le chien doit aussi comprendre que c'est pas toujours lui qui décide de tout ce qu'on fait. Donc il doit aussi apprendre à un moment non, le non, et puis quitte à le renvoyer dans son panier, à lui dire, enfin voilà, pour qu'il s'apaise un petit peu. Mais probablement que là, c'est une demande d'attention et de jeu, quoi. Bon, merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces précieuses réponses et ces précieux conseils. Je vous dis à très bientôt sur la web télé de Leclerc et vous pour de nouveaux live chats. Le replay de cette émission sera disponible d'ici 2 jours sur le site sur lequel vous êtes en ce moment. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.